Là aussi c'est important, parce que c'est un virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus et qui est très fréquent, ce cancer, il est très fréquent chez les femmes. Et il s'est avéré maintenant, on peut faire un vaccin, on peut dépister les femmes pour voir s'il y a des cellules infectées. Donc on a résolu le problème du cancer du col de l'utérus. Comme on a résolu le problème du cancer de l'estomac qui est dû à une bactérie qui est l'Helicobacter pylori qui peut donner. Ça c'est pas lorsque le cancer, c'est avant, c'est le dépistage des gastrites, on fait un biopsie, on recherche l'Helicobacter pylori, on donne des antibiotiques, on est tranquille pour le cancer du col de l'estomac. On donne des antibiotiques, on trouve le germe, on dit quelles sont les phases précancéreuses, etc. Et on essaie d'orienter et d'arrêter même qu'il y ait un cancer du col de l'utérus, qui est très fréquent chez les femmes. Donc les papillomavirus donc appartiennent à la famille des papillomaviridae, sont des virus oncogènes. Ce sont des virus nus, très résistants, comportent une capside icosaédrique. Donc, ils se ressemblent. Hein. Et si on a fait ce cours en une seule séance, 1h30, on aura, mais que si on fait 3 virus en même temps, donc il sera le confirmé. Donc, les protéines, la VP1 ou NJ, tout ça. C'est pour ça que j'ai donné le minimum dans le cas des virus. Le génome est constitué d'une molécule circulaire d'ADN double brin, les pères et ça. La structure du génome, donc c'est un peu la structure, donc il code pour le génome, fait 2 gènes, L1 et L2. L1 est le constituant majoritaire de la capside, donc il va être transcrit en RNA traduit en protéines pour former les protéines de la capside. L2 est minoritaire, c'est beaucoup plus L1. Ces protéines présentent la particularité d'être capables de s'auto-s'assembler en pseudo-particules immunogènes mais non infectieuses. C'est-à-dire que cette capside se forme sans qu'il y ait à l'intérieur du génome. Et c'est la base de la vaccination. Donc on se vaccine par des pseudo-particules non immunogènes. Il n'y a pas le génome à l'intérieur. Il y a aussi des gènes viraux E6 et E7 qui sont des proto-oncogènes. Ils interagissent avec les gènes cellulaires impliqués dans la cancérogénèse. Donc c'est avec ça qu'il y a une cancérogénèse. Quand on a fait les cours externes, même récemment, le cancer du col de l'utérus reste quelque chose de cancer. Pas de traitement, chirurgie. Ça c'est un peu le génome avec ses différents gènes, E6, E7, etc. Ça c'est un peu... ça c'est les coïlocytoses. C'est les cellules qu'on recherche lorsqu'on fait un dépistage, un frottis cervico-vaginal, très simple. Une femme, après 40 ans, elle va faire un frottis cervico-vaginal, on fait une petite coloration, et on recherche un effet cytopathique où là, les cellules coïlocytoses. Quand c'est positif, il y a autre chose à voir. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire. On peut vacciner. Donc, ça va donner des lésions. Donc, lorsqu'il y a une pénétration, l'ADN va se multiplier avec le génome cellulaire. Seuls les gènes précoces sont exprimés, entraînant une extension du côlon cellulaire. Prolifération bénigne caractéristique du papilloma va se multiplier avec différenciation cellulaire parce que le virus va entrer à l'intérieur de la cellule qui va se différencier, synthèse des protéines, etc., libération et former ce qu'on appelle le coïlocytose. Le tropisme des papillomas et des génotypes viraux. Donc les papillomas sont des virus extrêmement répandus qui infectent la peau et les muqueuses, plus précisément les épithéliums malpighiens. Chez l'homme, plus de 120 génotypes de papillomas ont été décrits, dont une quarantaine infectent précisément les gènes. Maintenant, on parle du cancer mucogénital, hein, pas mucogénital, anneau et génital, on a parlé que génital, maintenant des infections, du cancer, des infections à papillomavirus anal. Regardez la chose, très important. Donc il y a des papillomavirus, là c'est des tableaux qui permettent
faire une classification des papillomavirus anogénitaux selon leur potentiel oncogène. Il y a le tropisme cutané, muqueux et mixte. Donc dans le cutané, les principaux sérotypes Nilgau. En fonction de l'oncogénicité, il y a ceux qui sont à haut risque probable et bas risque. C'est-à-dire que les virus que vous trouvez ici, le sérotype que vous trouvez ici, il est cancérigène. Surtout le 16 et le 18. On est en train de l'isoler. On fait des PCR pour rechercher le 16 et le 18. Dans les bas risques, il y a des virus, ils peuvent être cancérigènes comme ils peuvent pas être cancérigènes. Ils sont responsables des verrues, des condylomes, etc. sans qu'il y ait un cancer anogénital. Et aussi, il y a des virus bas risque, le 6, le 11, etc. sont des virus qui sont un degré d'oncogénicité variable. Hein? Et là, c'est le tropisme. Donc, il y a des sérotypes qu'on les voit au niveau de la peau, il y a des sérotypes qu'on voit dans les muqueuses, génitales, etc. Il y a d'autres qu'on trouve un peu partout. Parmi les papillomavirus à tropisme génital, on distingue les papillomavirus à haut risque et les papillomavirus à bas risque. À haut risque, donc il y a un pouvoir oncogène démontré et qui sont donc retrouvés dans les lésions cancéreuses. 3 cours en 1h30 de temps, c'est obligé d'être comme un TGV, mais ça marche bien. Les papillomas à bas risque, donc ils sont associés à des lésions sans potentiel d'évolution, vers des lésions de haut grade et le cancer invasif. Donc, ils peuvent être responsables d'infections sans qu'il y ait une évolution grave. Ils peuvent aussi faire quelque chose qu'on appelle à bas risque. Il est capital de bien distinguer ces deux groupes de papillomas qui ont des différences en termes de pathogénicité. Les papillomavirus à haut risque oncogènes sont responsables des lésions précancéreuses et cancéreuses du col utérin, mais aussi d'autres localisations anogénitales, anus, vagin, vulve et pénis. Les co-infections avec plusieurs papillomas ne sont pas rares. On peut trouver 1, 2, 3, 4. Si on fait un diagnostic, on trouve PCR1, Golgina 1. Mais il faut rechercher, pour rechercher d'autres papillomavirus. Il se peut qu'il y ait plusieurs sérotypes. Il se peut que vous avez isolé un sérotype à bas risque, il y a un autre sérotype à haut risque, donc vous avez perdu votre patiente. Les associations entre papillomas à haut risque et à bas risque sont fréquentes. Et certaines associations ont été décrites, donc le 16 qui est pathogène, le second de nom, le 16 oncogène et les autres. L'impact de la présence de plusieurs types de papillomavirus sur la durée et la persistance de l'infection n'est pas encore compris. La fréquence des infections, donc l'infection à papillomavirus est la plus fréquente des infections sexuellement transmissibles, touche principalement la femme jeune entre 20 et 30 ans. C'est une phrase aussi que j'ai posée à l'examen. La prévalence, je vous ai dit, moi quand je pose des questions, c'est pas pour dire vous, mais moi, s'il a compris, ça veut dire que je suis tranquille. Ça veut dire que les gens comprennent que c'est pas question de nous. La prévalence des infections, c'est pour ça que je vous dis ça, pour que vous révisez mieux. La prévalence des infections à papilloma est fortement liée avec l'âge, avec un pic aux environs de 20 à 25 ans, puis une diminution nette. Cette infection est acquise précocement lors de la vie sexuelle. 40% dans les 2 ans qui suivent le premier rapport sexuel. C'est l'une des principales infections sexuellement transmissibles après chlamydia, trachomatis, etc. Sa phrase est très importante. Plus l'âge augmente, plus la proportion d'infections persistantes est importante par rapport aux infections transitoires. Plus l'âge augmente, plus les infections persistent à l'intérieur de l'organisme. Par rapport aux infections transitoires qu'on a vues à l'âge de 25 ans. Parmi les génotypes papilloma à bas risque, oncogènes, on a le 6 et le 11, sont retrouvés dans les lésions, exemple les condylomes, les lésions malpighiennes et autres choses. Actuellement, environ 20 à 50% de femmes seraient porteuses de papillomas génitaux en Europe. On a formé avec les anatomopathologistes
les gynécologues et les sages-femmes apparemment, on a formé des groupes chaque année, ils forment 30, 40 personnes qui viennent un peu partout au niveau de Batna, Khenchela, etc., qui viennent, et même de Constantine, ils ont venu donc de l'Est algérien, on les forme à faire le diagnostic et le dépistage quand ils font des frottis cervicaux. Il y a dans des PMI des centres de dépistage. Il y a des médecins généralistes qui sont là-bas et ils font un dépistage. Ils font d'abord une consultation, on fait des dépistages de ce papillomavirus. Donc ils font des prélèvements, des cytologies, des calculations et ils observent au microscope l'aspect des cellules vaginales, etc. Le risque de contacter une infection à papillomavirus durant une vie entière serait 80%, ce qui suggère que la majorité des adultes sexuellement actifs auront une infection à papilloma à un moment donné de leur vie. Là, ce sont les plus prévalents des sérotypes dans les différentes pathologies, qui n'est pas important. Donc, condylome de 11, 6 et 11, moins prévalent. Et le cancer cervical et anogénital, c'est le 16 et le 18, ils peuvent être associés, ils peuvent être autres. On a vu sur la courbe tout à l'heure qu'il n'y a pas que le 16 et le 18. Et donc, ce sont les plus fréquents. Mais il y a d'autres. Hein. Donc, les papillomavirus sont retrouvés selon une étude mondiale dans près de 100% des cancers du col de l'utérin. Avant, on savait pas ça. Avant, les malades mouraient, plusieurs vieilles béqueries mouraient par le cancer du col de l'utérus. Maintenant, on peut les dépister, on peut arrêter, on peut vacciner si les gens, c'est la consultation médecine qui oriente les femmes pour faire ça. Parmi les génotypes à papilloma risque, donc on a dit que les 16 et le 18, il peut y avoir un dos, sont présents dans 80% des cas au niveau mondial. 16-18, et le 16 retrouvé dans du cancer du col, 18 dans différents cas. D'autres génotypes moins fréquents également à haut risque peuvent être aussi associés au développement de lésions de haut grade cancer, donc le 45, le 4. Les papillomas ont été identifiés dans pratiquement tous les organes contenant des épithéliums muqueux. Ces virus sont impliqués dans le développement d'autres cancers de muqueuses génitales, anus, vulve et pénis, et à l'origine d'un pourcentage élevé du cancer de l'oropharynx, de la larynx et encore de la cavité buccale dû à des situations sexuellement connues. Là, ces différents cancers associés à une infection à papillomavirus, col de l'utérus, pénis, etc., les principaux liés au type, donc c'est en pourcentage, proportion de l'ensemble des cancers, etc., et prévalence des principaux types, 16-18, on le trouve dans le cancer du col de l'utérus, dans le pénis, dans l'anus, dans la cavité orale, donc, ce n'est pas, on est en 2021, 2015, 2018, qu'ils ont comparé des cancers à papillomavirus. Il était réservé uniquement chez la femme. Maintenant, cancer à papillomavirus, anogénital, pénis, etc. Mode de transmission. Donc, la transmission sexuelle se fait essentiellement par contact direct entre les muqueuses génitales. Les papillomas se trouvent classiquement au contact de la muqueuse cervicale. De façon plus spécifique, 3 facteurs sont déterminants pour l'infection. L'âge au moment des premiers rapports sexuels, le nombre de partenaires sexuels au cours de la vie et le changement récent de partenaire. Le tabac, la présence d'un autre IST et certains mécanismes biologiques tels que l'immaturité du col, la production inadaptée de mucus cervical favorisent la transmission ou la persistance des papillomavirus, surtout chez les femmes au-delà de 40 ans. Les infections au papillomavirus sont des infections à incubation longue. Les formes asymptomatiques des infections sont très fréquentes. Donc, les lésions qui sont non cancéreuses, qui sont dues à papillomavirus, on a les verrues, sous les lettres plantaires, palmaires, cutanées. Les condylomes et les papillomes, je crois que j'ai des photos. Ces lésions sont sexuellement transmises et récidivantes. Condylome aculémé et les papillomes pharyngés. Là, c'est un papillome. Là, c'est une verrue. Là aussi, c'est un condylome au niveau de l'utérus, vaginal.
le site des infections papillomavirus à haut grade, le premier site d'infection par les papillomavirus muqueux est la muqueuse du col de l'utérus. Dans les conditions naturelles, le virus transmis par voie sexuelle arrive à la surface du col au contact des cellules. La cible privilégiée des virus est la zone de transformation des cellules les plus profondes du col, dont l'accessibilité est aisée au niveau de la zone de la gestion. Il y a une zone constituée par une souche basale entre l'épithélium qui est là où le virus il se trouve à l'aise, il se multiplie et ça forme d'abord des lésions précancéreuses, donc les lésions siègent principalement au niveau du col de l'utérus, mais peuvent être observées plus rarement au niveau anal laryngé. Donc ce sont les CIN, donc cervical intraépithélial néoplasie, gradées de 1 à 3. Donc là, on a 1 dysplasie légère, modérée, sévère, atteignant toute la tumeur de l'épithélium. Donc on peut faire ce genre de diagnostic. Après comment se fait? Après fixation du virus à des récepteurs cellulaires, pénétration, l'ADN viral sous forme épisoma se replique en même temps que le génome cellulaire. Le cycle de multiplication dépend de l'état de différenciation de la cellule. Puis les E6 et le E7 s'expriment, E4 dans les couches intermédiaires. L'ADN viral se replique sous une forme incomplète dans les cellules basales. Durant leur migration dans les couches supérieures, les cellules filles infectées continuent leur différenciation, ce qui conditionne la fin du cycle de réplication, en particulier l'expression des gènes viraux L1 et L2. Ces protéines vont s'auto-s'assembler pour former des particules dans lesquelles l'ADN circulaire viral est encapsidé. Les virions néofermés sont libérés à la surface et le virus pourra ainsi se propager, comme on vient de citer tout à l'heure, le cycle de multiplication, ou être transmis par contact direct dans les rapports sexuels, par exemple. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc les L1 et les L2 qui forment la capside, s'assemblage, etc. Et quand ils sortent, ils peuvent être transmis par voie sexuelle à d'autres personnes. 3 types d'infections peuvent être définies. Les infections latentes, productives et transformantes. Les infections latentes, donc, ce sont définies comme la pénétration du virus au niveau des cellules, sans expression des gènes, dans aucune des cellules de l'épithélium. Il est latent. Quand c'est latent, il n'y a pas de signe clinique, il n'y a pas de symptomatologie. Le gars, il fait le fauteuil, il regarde le journal, une immunodépression, un problème de tabagisme, quelque chose de beaucoup de choses qui peuvent lui donner la faveur de se multiplier. Il y a qui est productive, donc caractérisé, l'infection productive, donc caractérisée par l'expression des gènes viraux tardifs L1 et L2 dans les cellules intermédiaires et superficielles. Cela permet la réplication et l'expression de particules virales complètes dans les cellules superficielles de l'épithélium. Donc le L1 et L2 qui vont former la capside vont se multiplier, vont créer des lésions cellulaires productives. Transformant, donc, qui peut se produire après ou de manière concomitante à une infection aiguë productive dans les couches basales. L'expression des gènes viraux E6 et E7 dans les couches basales conduit à une instabilité chromosomique et à des anomalies qui persistent et peuvent conduire à un cancer invasif. Donc ce sont les gènes E6 et E7 qui sont les plus responsables de la cancérogénèse. Donc c'est à peu près l'histoire naturelle de l'infection à papillomavirus et du cancer du col de l'utérus. Donc l'infection transitoire, puis elle est persistante, ça donne des CIN, puis ça donne des cancers. Là, c'est le diagnostic des infections papillomavirus. Le diagnostic des infections n'est pas systématique, des biopsies. Maintenant, on fait le dépistage. Donc un frottis cervico-vaginal, anal ou biopsie, recherche d'ADN viral, par PCR bien sûr, biopsie pour diagnostic anatomopathologique et le diagnostic des infections. Donc la biologie moléculaire, la PCR, donc à partir d'un prélèvement,
donc à partir d'un frottis cervical, on peut faire une PCR, observer s'il y a les gènes à haut risque et les gènes à bas risque. La PCR, donc, c'est une autre chose vous pouvez passer au cas qu'ils ont une PCR, vous demandez le professeur Kessa, quand il fera le cours, ou la Kangoutou, vous devez voir comment ils font la PCR, et vous regardez comment ça se passe. Donc, il y a, à partir d'un prélèvement, on fait un seul gène, on va l'amplifier, c'est l'amplification, on le multiplie, 1 milliard, puis on va l'observer. Là, dans le cadre de le virus HEDA, pas le PCR, dans le virus Corona. On recherche l'antigène viral, donc on peut le rechercher rapidement. Dans les premiers jours, test antigénique, on recherche l'antigène, c'est l'antigène qui est là. Après 5 jours, l'antigène va diffuser dans les voies respiratoires. C'est la PCR. Pourquoi la PCR? Parce que le génome viral, on peut pas l'observer. On l'amplifie. Quand on l'amplifie, on le multiplie par des thermocycleurs pour avoir plusieurs qu'on peut les observer. Donc, le typage, on fait aussi le typage par hybridation et séquençage. Donc, c'est un peu la virologie. Développement, etc. On fait la cytologie. On recherche des coïlocytes, cellules caractéristiques sur le frottis cervico-vaginal. Il y a la formation de nos les screeners. Et chaque année, on a fait 4 ou 5 formations. Et on les forme à rechercher, à dépister, lors d'un frottis cervico-vaginal, rechercher les cellules, donc dépister le cancer avant qu'il se forme. Il n'y a pas de diagnostic indirect. Il y a des vaccins, il y a le Gardasil, qui est commercialisé, qui comprend Hindou. Et il y a un autre, le Cervarix. La vaccination pour les jeunes filles et pour les jeunes femmes jusqu'à l'âge de 23 ans n'ayant pas eu de rapport sexuel, ou plus tard, dans la première année qui suit les premiers rapports. Donc, c'est des vaccins contre les papillomavirus, sont des vaccins recombinants, utilisant des pseudoparticules, on a parlé tout à l'heure, pseudoparticules virales, exprimant la protéine de capside L1. Donc, c'est du capside, à l'intérieur. Il existe le Gardasil, commercialisé en 2006, distribué par Sanofi, vaccin quadrivalent, recombinant, etc., qui présente les pseudoparticules virales hautement purifiées de la principale protéine. Quand je parle, parfois je lis vite, il y a l'écriture au tableau. Hein? Ça parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Donc, il y a ce qui se passe au tableau. Le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes filles entre 11 et 13 ans, avec 3 injections, etc. Le Cervarix, donc 2007, bivalent, etc. Il se prépare à partir de toujours particules, hautement purifiées de la principale protéine L1 de la capside. Caractéristiques des vaccins, donc ça c'est les vaccins, comment ils sont formés. Le dépistage, donc on fait un frottis cervico, c'est ça ce que je veux parler. Si je faisais le cours papillomavirus, je me suis élancé. Mais comme 3 cours en même temps, donc on parle du frottis cervico-vaginal tous les 3 ans, à partir de 35 ans, avec un examen cytologique. En cas de cytologie d'interprétation difficile, on recherche l'ADN, les papillomavirus, où là on fait une colposcopie, on recherche l'ADN par PCR. Ou bien on fait une colposcopie. Ça, c'est une révolution de jadis. On faisait pas ça. Maintenant, on y révolue. Le cancer du col de l'utérus, sauf si, j'aimerais parler en français, sauf si des personnes qui veulent pas se dépister, mais c'est pas de leur faute, elles veulent se faire dépister, parfois elles ont peur, et c'est le rôle du médecin généraliste, je sais pas qui c'est, donc il sait d'orienter des jeunes, quand ils vont à la consultation, faites un dépistage pour voir si vous avez HEDA ou non. Traitement, donc c'est beaucoup plus la chirurgie, quand il s'agit du traitement du cancer du col de l'utérus exclusivement chirurgical. Ce cancer est non invasif, il peut être traité à l'aide des différentes techniques telles que la cryothérapie, par le froid, traitement au laser,
rarement l'hystérectomie. Avant, ils faisaient l'hystérectomie, traitement par radiothérapie, chimiothérapie, et au stade 1, la tumeur envahit les tissus sains avoisinants mais ne dépasse pas le col utérin, donc l'hystérectomie, la conisation et la radiothérapie. Au stade 2, le cancer s'est propagé au-delà du col mais demeure localisé dans la région pelvienne, donc soit une radio, soit une hystérectomie, pas les deux à la fois. Cette chirurgie peut être précédée ou suivie d'une radiothérapie ou d'une curiothérapie. Au stade 3, le cancer a envahi. Pourquoi on attend? Quel est le rôle de nos médecins légers? Pourquoi on attend cancer et chirurgie? On fait un dépistage à 35 ans, à 30 ans, et on est tranquille. Il y a headache, on essaie de traiter avant qu'il ne soit invasif, on essaie d'utiliser certains antiviraux, on essaie d'utiliser beaucoup de choses pour éviter la propagation.